On y va? On y va. Oui, je vais garder le mien. Bonsoir à tous, à vous qui êtes présents ici ce soir à Léonard Paris, et bonsoir à vous qui nous suivez en ligne pour ce 20e événement. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Julien. Je suis très heureux de vous accueillir pour le 20e événement de ce festival consacré au métier du futur des villes et des territoires. Nous parcourons depuis maintenant près d'une semaine et demie ce qui construit les transformations des villes, des infrastructures, de la mobilité, de l'énergie, des sujets de l'environnement, du digital, des sujets plus sociaux aussi, politiques. Et on a souhaité ce soir ouvrir la perspective sur un enjeu tout aussi important pour ces villes et pour leur fonctionnement, pour les publics qui y vivent. Et nous avons fait cela en partenariat avec l'Obs, et la thématique de ce soir est consacrée à la culture. Et donc, c'est Sylvain qui va introduire, on va dire, cette thématique et ce partenariat que nous avons avec l'Obs. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne conférence. Merci Julien. Je suis Sylvain Courage, donc rédacteur en chef à l'Obs. Je suis ravi de vous accueillir ici dans ce magnifique espace. Merci d'avoir bravé les consignes sanitaires de 2019 pour venir parler de 2049, car la rencontre de ce soir fait partie d'un cycle de rencontres, d'événements que nous avons entamé il y a un an. On en est à la 18e édition et on a abordé tous les thèmes, qu'il s'agisse de la ville, de la politique, de la santé, du commerce. À chaque fois, on prend une grande question et on essaie d'envisager les scénarios du futur, dans l'idée de dessiner un futur désirable. Parce que on peut cauchemarder en pensant à l'avenir, c'est une spécialité des médias. Et là, on essaye quand même de trouver un chemin, un scénario ou des scénarios qui pourraient nous convenir. Alors ce soir, c'est une rencontre sur un thème qui est très riche, qui peut paraître pointu, mais qui en fait est une des clés de notre vivre ensemble, comme on dit, dans les 30 années qui viennent. Il s'agit de ce qu'on appelle des cultures urbaines. Alors aujourd'hui, elles ont une place très importante. Est-ce qu'elles vont gagner encore plus d'influence, comment elles vont se structurer, comment on peut imaginer surtout les métiers de demain dans ces secteurs. Pour vous répondre, Arnaud Sagnard de l'Obs, mon cher collègue, qui est un spécialiste de la culture, qui est un journaliste culturel et urbain, je crois qu'on peut l'affirmer, a réuni un plateau de grande qualité et on va leur laisser la parole tout de suite. Après avoir remercié évidemment la Fondation Vinci de nous accueillir dans ce lieu. Donc, je te laisse, Arnaud, présenter les invités de notre discussion de ce soir. Merci à tous et bonne soirée. Merci Sylvain. Bon, déjà, je voudrais vous saluer et surtout vous remercier parce que de se déplacer en ce moment, il y a plein de raisons d'éviter de prendre les transports en commun, d'affronter une pandémie mondiale, la pluie, une ville, puisqu'on va parler d'urbanité ce soir. Donc, bravo. La raison, déjà, Sylvain vient de vous parler du cycle 2049. D'habitude, les journalistes, on est plutôt. Alors, je vois le photographe qui me fait signe, mais je comprends. Non. D'habitude, les journalistes, notre métier consiste un peu à observer le présent et le raconter à notre public. Sauf que, à force de raconter le présent, on finit par réfléchir à l'avenir, et c'est une des raisons pour laquelle on a lancé ce cycle. Et pour laquelle, quand on a discuté entre nous, on s'est dit il y a une thématique qui est peu présente. Alors, on va en discuter entre nous ce soir. D'ailleurs, j'en profite pour dire, vous inquiétez pas, la 4e invitée va pas tarder à venir. Il y a un simple léger retard. Parce que quand on est amené à parler de culture, on a tous en tête des éléments de culture
très françaises, à savoir littérature, le cinéma, la nouvelle vague, la chanson française, voilà, des choses très installées et très présentes autour de nous. On est un rare pays qui a un ministère de la culture. Et dans le même temps, il y a une part qui appartient de fait à la culture, on en discutera, qui est hyper présente autour de nous, mais pas forcément qu'on n'associe pas forcément à l'identité française, aux expos, aux musées, même à la presse. Et il suffit pour s'en apercevoir, je vois qu'il y a plein de gens qui ont autour de 20 à 30 ans là, dans la salle, et même les gens plus jeunes, il suffit de faire la sortie d'un lycée, la sortie d'un collège, et on va voir que la façon dont les élèves vont serrer la main, c'est peut-être une importation américaine ou une variation française d'un tchèque américain. Les fringues, elles vont être liées en grande partie au mouvement streetwear. Ce que les gens des ados aux gens de mon âge, une bonne partie de ce qu'on écoute est lié au hip-hop. Quand on va à l'opéra ou quand on discute avec les gens qui travaillent dans le monde du ballet, la plupart vous diront que la plus grande influence des 30 dernières années, c'est même pour eux qui font de la danse classique, c'est la danse hip-hop. Donc à la fois on est entouré de cette culture urbaine. Sauf que on peut même entièrement la vivre, voire en vivre, sans pour autant qu'elle soit ou reconnue. Moi, pour préparer, j'ai fait une petite expérience que j'ai raconté brièvement dans l'Obs, mais qui m'a convaincu du fait qu'il fallait faire ce type de rencontre. C'est que je suis allé dans une des plus grandes librairies de France, mais qui n'était pas à Paris, et je leur dis voilà, je prépare quelque chose sur la culture urbaine, je voudrais lire des bouquins là-dessus. Et donc, comme dans toutes les librairies, la dame, elle tape culture urbaine dans l'espèce de moteur de recherche, et elle dit ah bah écoutez, je suis désolé, mais il n'y a pas de livre sur cette question. Je dis, ça m'étonne un peu. Elle me dit par contre si. Alors là, j'ai un livre sur le hip-hop, un livre sur le graphe avec des images. Tout était morcelé, mais il n'y avait pas d'auteur ayant ou pas de livre d'un auteur ou d'une autrice ayant réfléchi à l'entièreté de ça, alors qu'on voit tous à peu près ce que ça veut dire. Donc je me suis dit en fait là il y a un sujet, ça vaut absolument le coup qu'on en parle parce que on voit tout ce que c'est, mais alors on verra si on peut parler de plafond de verre. Enfin, en tout cas, il y a un blocage quelque part qui fait que ce qui est omniprésent autour de nous n'apparaît pas dans les lieux où on pourrait s'y attendre. Donc voilà, ça c'était mes simples propos préliminaires. Je vais vous présenter du coup les gens avec qui on s'est dit on aimerait en discuter, parce que vous voyez qu'il y a écrit métiers des villes et des territoires, le futur des métiers des villes et des territoires, et une des problématiques est liée à cette absence des cultures urbaines, c'est que si on baigne là-dedans et si on aime ça, est-ce qu'on peut en faire un métier plus tard? Or, moi, je me suis dit, quels sont les gens que je connais de près ou de loin qui ont réussi à en faire un métier, qui réussissent peut-être à en vivre, donc nous en parlerons, ou qui arrivent à transmettre ça à des gens plus jeunes pour que les gens qui vivent dans ce milieu-là puissent se dire moi aussi, je vois quelqu'un qui en a fait son métier, peut-être que je pourrais être amené à le faire à mon tour. Donc du coup, alors je vous présente Monsieur Bonheur, qui est photographe. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et peut-être nous dire si toi justement, quelle est la nature de ton métier? Est-ce que c'est une activité, un métier ou encore autre chose? Ouais, bonsoir du coup. J'ai un peu le trac et c'est la première fois que je fais ça. Je suis photographe du coup de profession maintenant, mais je suis avant tout graphiste d'études. Je viens du 93, j'ai grandi dans plusieurs quartiers du 93, notamment Aulnay-sous-Bois, qui est une des villes connues du 93. Je me présente comme photographe depuis pas très longtemps parce que j'en ai fait vraiment mon métier à plein temps depuis novembre 2019. Ça a été avant ça une passion, on va dire, une espèce d'hobby que j'avais moi à côté du travail alimentaire, et voilà, l'art à Paris c'est très difficile. Je pense que
on l'a dit tout à l'heure, on a à peu près la même moyenne d'âge, je pense, dans la salle. Donc, je pense qu'on est tous conscients de la difficulté de rentrer dans le milieu de l'art à Paris. C'est hyper bouché. Donc, j'ai pour le début vu comme un hobby, et au fur et à mesure de mon avancée, c'est devenu ma profession à plein temps. Et aujourd'hui, je suis photographe pour plusieurs marques sportwear telles que Nike, Adidas, Foot Locker, etc. Et aussi placé plutôt comme un porte-parole de mon expérience personnelle des quartiers et de la vie des 20 dernières années, 30 dernières années en quartier populaire. En tout cas en Île-de-France. Ok, merci. Alors, Anne, tu es on va dire, manageuse, mais qu'est-ce que... Pas que. À la base, tu étais juriste, si je dis pas de bêtises. Alors, du coup, comment t'es passé du droit à représenter des gens comme Booba? Je me présente d'abord. Si, vas-y. Salut. Je m'appelle Anne, je suis manager et producteur et éditeur. Alors moi, j'ai fait un peu le chemin inverse. Moi, je suis née à Paris et j'ai fait des études longues de droit. Et j'étais, mais je suis peintre aussi et je suis passionnée par l'art brut. Et quand il a commencé à être nécessaire que je fasse des stages ou que je cherche un job, déjà j'avais beaucoup d'amis musiciens, etc. Et en fait, j'ai eu un coup de foudre pour la culture rap. Parce que j'associe ça à de l'art brut, dans l'expression, dans la nécessité. Et c'était à la croisée des chemins entre ma passion pour l'art brut pictural, la littérature un peu, on va dire, sauvage. Et du coup, moi, j'ai été happée par ce milieu. Voilà, j'ai rencontré des très beaux artistes. Parce que je fais ce métier, je travaillais pas que dans le rap. C'est une expérience un peu transversale, mais je dois dire que mes plus grandes passions sont les rappeurs. Voilà. Merci. Est-ce que on a pas tous le même âge, mais moi, un des premiers trucs que je me suis demandé quand on a commencé à réfléchir à la thématique, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'entre le moment où vous avez débuté votre activité et maintenant 2020, alors il y a plus ou moins de temps s'est écoulé, est-ce que déjà vous avez vu les choses changer dans la mesure où est-ce que quand vous parlez de votre activité, on comprend mieux ce que vous faites. Est-ce que les portes s'ouvrent plus facilement? C'est différent. Ou pas? C'est différent. Moi, j'ai travaillé avec toutes les générations de rappeurs de Solar, en passant par Booba, en passant par Damso, Nekfeu. Enfin, j'ai fait vraiment toutes les générations de rap. Et je dois dire qu'il y a eu une vraie cassure au début des années 2000, parce que si vous vous baladez aujourd'hui avec Solar ou Joey Star, que je connais bien, c'est des garçons qui sont ultra populaires, qui sont acceptés qui sont connus de toute la société, y compris de ma mère, et qui ont gardé une espèce d'immunité, on va dire, diplomatique. Alors moi, j'associe ça, parce qu'il y a eu deux grands courants de rap, enfin, il y en a eu trois, on va dire, mais les deux premiers, les plus fondamentaux, c'est effectivement le rap contestataire dans le système. C'est-à-dire que le système est comment dire, accepté dans son ensemble, mais on conteste ses dysfonctionnements. Donc ça, c'est NTM, c'est IAM. Bon, la France, c'est bien, mais ce serait mieux s'il y avait moins de pauvres. Voilà. Et en gros, c'est un rap contestataire qui faisait du bien à la société, parce que la France, et comme toutes les sociétés, a toujours besoin d'un contestataire, parce que ça fait vivre la démocratie et le débat public. Et en fait, quelques années plus tard, on va dire 10 ans plus tard, il y a le rap de Booba qui est arrivé notamment. Enfin, c'est un peu la figure de proue de ce mouvement de rap qui est très différent et qui a beaucoup déstabilisé, on va dire, les institutions françaises, parce qu'en fait, c'est un rap qui ne prenait pas en compte le système. Et c'est un rap très individualiste sur son mal-être dans la société telle qu'elle est, mais le cadre n'est pas respecté comme le rap contestataire de celui de NTM ou de IAM, en fait. C'est en gros, ils en ont rien à faire. Ils veulent réussir et ils ont aucune arme pour réussir, et ils parlent de ce mal-être.
comme dirait Booba. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Ah oui, il en dit. Non, mais nos vies ont la couleur des RER. Ah oui, attends. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, bah oui, ça va te revenir. Et du coup, c'est un rap individualiste qui met à mal le système. Et ça commence à déranger énormément à cette époque. C'est un rap qui est mal aimé et qui commence à être boudé par les médias, par tout le monde en fait. Globalement, c'est vraiment un rap dangereux, qui devient dangereux, contrairement à ce qu'était IAM et NTM. À l'époque, je parle pas trop de Solar parce que il a été considéré assez vite comme un poète et plus qu'un rappeur. Mais voilà, et Booba, il amorce ce mouvement, mais c'est aussi Booba qui va créer le nouveau mouvement qui est celui de la variétisation du rap. Voilà. Parce qu'il a été très inspiré des États-Unis et il a importé beaucoup de choses en France par rapport à ça. Alors je parle de Booba non pas parce que je l'adore, ce qui est vrai, mais parce que c'est vrai qu'il est fondamental dans l'histoire du rap français par rapport à ça. Et que aujourd'hui, en fait, l'arrivée du streaming, qui est une forme de démocratisation de l'accès à la musique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, parce qu'avant c'est vrai que si on n'allait pas chez Drucker, si on n'avait pas la possibilité d'aller dans des émissions de télé ou des émissions de radio grand public, vous restiez inconnu du grand public. Et grâce à Internet et donc au streaming, on a enfin découvert ce qu'écoutaient les jeunes, à savoir le rap. Voilà. Parce que nous, on le savait, mais c'était pas visible. C'était pas visible dans les médias. Voilà. Avant, il y avait 15 chanteurs qui avaient le droit d'aller chez Drucker, au Resto du Cœur et ailleurs, et qui étaient exposés. Et donc, il y avait une fenêtre très opaque pour le reste des artistes. Voilà, j'ai un peu parlé. Je vais passer la parole à Cathy Bouvard, mais juste moi, juste avant de préparer, j'avais fait une petite expérience auquel j'ai eu du mal à le croire, j'ai dû recompter. C'est que j'ai regardé le top 100 d'Apple Music. Donc, alors j'aurais pu faire Spotify, mais enfin, en tout cas, moi, je suis abonné à Apple Music, donc j'ai fait Apple Music. Et j'ai compté les titres qui étaient, donc le top français, rap et R&B, c'était la semaine, donc j'ai regardé il y a 15 jours, je pense, c'était 98 titres sur 100. Ouais. Qui étaient rap ou R&B. Donc c'est même pas de l'omniprésence. Il faut savoir que le rap français, c'est le 2e marché mondial. C'est-à-dire qu'on est directement derrière les États-Unis. C'est la France qui écoute le plus de rap. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'artiste sur lequel moi je lisais le plus d'articles au moment où j'ai commencé à réfléchir à cette soirée, pour le coup, c'était Julien Doré, dont j'avais même écouté l'album, et je me suis dit, mais merde, je le vois pas dans les 100 premiers. Effectivement, il apparaissait, son premier titre, c'était 107e, enfin, il était même pas, alors que j'avais l'impression que c'était absolument lui qui monopolisait. Non, parce qu'il monopolise les médias traditionnels. Ouais. C'est-à-dire que là, il a squatté tous les médias traditionnels. D'ailleurs, dans un exercice assez scolaire, on va dire, il a fait tous les médias français. Donc, on a l'impression qu'on ne parle que de lui. Ouais, sauf et donc, Énergie le joue, toutes les radios le jouent. Mais en vérité, si on regarde les classements, c'est pas lui qu'on écoute. Enfin, c'est pas ce que la jeunesse écoute, en tout cas. Voilà. Donc voilà, ça c'était un premier aperçu de la problématique. Et alors je vous présente Cathy Bouvard, qui elle a peut-être une autre approche, puisqu'elle était plus proche du terrain. C'est peut-être pas c'est le bon terme, mais si tu peux te présenter ou ton activité. Oui, je peux me présenter. Du coup, moi je suis la directrice d'un lieu qui est en train de se construire à la limite de Clichy et de Montfermeil, Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, qui s'appelle les Ateliers Médicis. Qui est un lieu de résidence d'artistes, on va dire pour les langages d'aujourd'hui. Alors moi, quand tu m'as invité en me disant les cultures urbaines, je dis moi les cultures urbaines, si on parle d'autre chose que ce qui est vu et vécu par les médias, ce qui est dit culture urbaine, je veux bien. Sinon ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, donc notre lieu, c'est un lieu qui met en résidence donc à peu près sur la saison dernière à peu près 250 artistes, on va dire dans toute la France, en particulier dans les zones dites périphériques, en tous les cas dans les quartiers populaires, donc en ville, et puis beaucoup aussi en milieu très rural. Voilà. Donc on est dans tous ces lieux où finalement la culture a un peu plus de mal à circuler, et notre boulot
en dehors de ça, c'est aussi de faire en sorte que d'autres voix rejoignent les institutions culturelles françaises qui sont financées par l'argent public et renouveler ce vivier. Et c'est-à-dire, du coup, accompagner des artistes qui n'ont pas eu la chance de faire des écoles, qui n'ont pas eu la chance de trouver les bons circuits et pouvoir les accompagner vers les institutions qui, elles, ont des financements et qui, du coup, les accueilleraient pour des bonnes raisons et pas seulement comme des alibis, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, du coup, on entreprend. Moi, je suis à la tête de cette maison depuis 1 an et demi. On voisine et on accompagne. Enfin, on travaille beaucoup avec des artistes qui ont déjà commencé ce chemin-là. Je pense à une chorégraphe comme Bintou Dembélé, qui est une chorégraphe qui dit qu'elle est d'origine hip-hop, qui est une des pionnières, une femme, et qui a chorégraphié les Indes galantes à l'Opéra de Paris il y a pile 1 an. Il y a pile 1 an, et avec qui on est en train de monter une formation pour les artistes autodidactes. Alors, on a des tas de discussions parce qu'elle dit, issu des, alors elle dit des street artistes parce qu'elle veut voilà, on souhaite que ce soit des artistes qui nous entourent sur ces territoires périphériques. J'aime pas dire périphériques, ces quartiers populaires. Et voilà. Et du coup, on fait tout un boulot d'accompagnement pour essayer de faire émerger des voix et les accompagner pour qu'elles contaminent l'institution enfin. Merci. Du coup, Marvin, je vais te poser la question que j'ai posée à Anne tout à l'heure. Toi, entre le moment où tu as commencé et maintenant, est-ce que tu as déjà vu s'opérer des changements sur la réception de ton boulot? Est-ce que c'est plus facile que c'était? Ou est-ce que tu affrontes encore est-ce qu'il faut pousser les portes pour qu'elles s'ouvrent? Ou ça grince moins moi, la différence, c'est que déjà, c'est pas professionnellement, c'est plus personnellement. Parce que du coup, je suis professionnellement photographe depuis 1 an, officiellement. Ouais, donc, ouais. Effectivement, j'ai vu du changement. Après, je pense même que je suis dans le changement, parce qu'en fait, mon travail, lui, il est né. Moi, je photographie sur tous les quartiers populaires. Donc, je photographie les quartiers des 3000, je photographie le quartier de la Maladrerie à Aubervilliers, Bondy Nord, enfin des quartiers qui ont très peu été photographiés. En tout cas, de photographes de l'extérieur, parce que déjà l'accès y était difficile. Et je dis toujours, et c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai commencé ce travail en 2012-2013, et il a vraiment été médiatisé à partir de 2017. Et en fait, entre 2016, enfin, aux alentours de 2015-2016, il y a eu un espèce de regard sur les quartiers populaires, un peu stylisé, un peu, je sais pas, un peu cool. Il y a eu, je sais pas, même autour de la musique, je pense que moi, je suis plus inspiré par la musique que par la photographie elle-même. Et je sais que ces dernières années, le rap a énormément influencé la vision des quartiers populaires. Parce qu'en fait, comme beaucoup de mouvements artistiques et sociaux, la musique et la peinture et l'art en général a beaucoup véhiculé les mouvements sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, la musique est un peu l'image des changements sociaux qu'on a. Et effectivement, déjà, la manière de consommer le rap, elle a changé ces dernières années. Je te rejoins là-dessus par rapport aux années 2000. Moi, j'ai grandi dans des quartiers où on écoutait du rap underground enfin, adolescent, j'écoutais du rap, justement, d'époque qu'on avait du mal à écouter, comme Alpha 520, par exemple, qui était très cru. Ouais, Et moi, j'ai écouté ça dans mon MP3 et j'ai vu, et je sais qu'à l'époque, on écoutait beaucoup moins. En tout cas, à Paris ou en dehors des quartiers, c'était mal vu. Là où aujourd'hui, il y a eu un espèce de part à l'intermédiaire d'artistes et de rappeurs qui ont su, je pense, faire peut-être le bon métissage entre le rap et je sais pas, le mainstream, c'est pas le mainstream, mais c'est ouais, la chanson, peut-être que l'autotune a beaucoup changé, le fait d'avoir des trucs plus doux, le truc peut-être plus mélodieux, moins cru, moins brutal. Je pense a servi à changement, et moi du coup j'ai fait partie parce que je suis pas dans la musique, je suis photographe, je fais partie des premiers artistes, on va dire, qui arrivent à rentrer dans des institutions où il y a 10 ans en arrière, on n'aurait même pas regardé mon travail, juste parce que dessus il y a écrit 93, juste parce que dessus j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas d'école derrière moi, j'ai pas de parents derrière moi, et ça a été cool parce qu'en fait je suis rentré je sais pas, chez ASICS la première fois, et que chez ASICS en fait je suis pu arriver en TN et en survêt, et on m'a pas du tout jugé, au contraire c'était presque cool de se dire qu'on a un gars vraiment de test qui vient en fait dans nos bureaux pour nous parler de vraiment ce qui se passe en interne. Et j'ai l'impression que, enfin, j'ai des grands frères, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur,
qui écoutaient beaucoup de rap, qui étaient clairement du quartier, etc. Et je vois bien la différence entre comment eux ont réussi à s'intégrer, ou du moins ont essayé de s'intégrer dans cette société, et aujourd'hui comment moi, avec mon travail, je rentre dans cette société. Et je sais que c'est aussi parce que je suis tombé dans une période où il y a un vrai changement. Et j'en suis parfaitement conscient, et je surfe même dessus, je pense. Il y a encore un peu de boulot quand même, non? Il y a énormément de Parce travail. que je dis ça Ouais. parce qu'en fait, j'étais pas plus tard qu'il y a une semaine dans un sorte de jury, justement, et du coup, nous, on défendait un certain nombre de jeunes photographes qu'on a repérés sur ces territoires. Vous avez Bishop d'ailleurs. Pardon? Vous avez Bishop d'ailleurs. Ouais. Ouais, qui est un peu mon équivalent de Clichy. Du coup, voilà, c'est très jeune, et on m'a dit non, ma foi, Cathy, ça c'est n'importe quoi, c'est des photographes d'Insta. Et je dis ouais, et alors? Ouais. Qu'est-ce que Ouais. ça, Ouais, en quoi c'est moins intéressant que voilà. Donc du coup, je pense qu'aussi la question donner une légitimité à ces langages-là, c'est super important. Et de la diversité de ces langages, c'est-à-dire que du coup aussi que on nous renvoie pas toujours au rap, au hip-hop, etc. Il y a des diversités de langages, il y a une magie, il y a une sensibilité qui est extrêmement diverse et qui est, enfin, je veux dire, il y a des langages qui sont extraordinaires sur ces territoires, mais qui sont pas que ceux du rap, qui sont plein d'autres langages. Et c'est ceux-là qu'il faut arriver à faire entendre dans leur diversité. Oui, mais le rap, c'est un vrai soutien, et ça a été, il a été prescripteur pour tout. Mais ça a été une vraie lutte, parce que en vérité, et pour répondre à ta question, Arnaud, un peu plus précisément, c'est vrai que ça va mieux aujourd'hui, pour plein de raisons, mais pendant très longtemps, le rap, il a incarné la désobéissance civile, quelque part. Et que moi, je sais que je me suis battue énormément pendant des années, parce que si vous étiez noir ou arabe, en gros, et que vous n'étiez pas le gendre idéal et rassurer la République française sur comment dire, le fait que la France assimilait bien ces générations, ces secondes générations ou troisième génération d'immigrés ou peu importe, vous pouviez absolument pas espérer un jour faire la une d'un magazine. Et que ça a été une grande lutte. Il y a eu vraiment ce problème du genre idéal que devait être un noir ou un arabe pour exister dans les médias, et une espèce de chantage permanent à ça. Et que ça, je pense qu'on a réussi quand même à avancer là-dessus. En fait, j'en parlais il y a pas longtemps. Les festivals, il n'y avait pas de rappeurs en festival. Je parle pas de la génération NTM, attention. Hein. Je parle vraiment à partir de 2000, l'autre génération dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y avait pas un artiste qui était invité dans un festival en province, parce que un programmateur de province lambda pensait que s'il invitait un rappeur, il allait recevoir des banlieues avec des bidons d'essence et des lance-flammes, quoi. Voilà, on en était là, quoi. Et on en est encore là, encore. Non, mais ouais, il y a eu des progrès. Moi, je te suis là-dessus, parce que, en fait, j'en discutais, c'est une question que je me pose énormément aussi, puisque du coup, moi, je fais partie des jeunes de quartier, du coup, qui comprend, mais qui est surpris, je dirais, d'entendre, par exemple, moi, j'habite dans le 17e aujourd'hui, j'habite à Pereire, pour ceux qui connaissent un peu le 17e. Et je vois des fois dans mon Monoprix des TN, j'entends le soir à 2h du matin le week-end, je peux entendre, je sais pas, moi, du Aya Nakamura, Et ça, c'est des trucs, moi qui ai grandi dans les années 2000, ça me fait bizarre, parce qu'en fait, quand j'étais ado, j'écoutais ça, mais on me poussait, en tout cas la société me poussait à devoir renier ça pour pouvoir m'intégrer, parce que quand je suis arrivé en 2012-2013 à Paris, et que je mettais au travail du CFU par exemple, on me demandait d'éteindre la musique parce que c'était de la musique de racaille. Et aujourd'hui, dans mon quartier, j'entends pas du CFU, mais et je pense que en me posant cette question-là, là où je pense que a été le changement, c'est que je pense qu'il y a eu vraiment deux types de rap. Il y a le revendicateur, le rap engagé en fait, et le rap plus ego trip en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart du rap qui est diffusé, parce que quand on dit rap, on parle quand même d'un mouvement rap, mais le rap c'est très large, même encore aujourd'hui. Hein, c'est aussi il y a plein de domaines dans le rap aujourd'hui. Il y a plein de rappeurs qui se définissent pas du tout de la même manière, qui n'ont pas les mêmes textes. Et le rap qu'on écoute aujourd'hui, aussi quand on regarde vraiment, c'est du rap qui est principalement ego trip.
est très peu revendiqué. Et dès que t'en as un rappeur un peu qui revendique un peu des problématiques sociales, etc., c'est pas forcément les rappeurs qu'on va avoir sur le top parce que c'est pas ceux qu'on va inviter, c'est toujours pas ceux qu'on va mettre en avant. Et il y a des rappeurs qui arrivent à bien maquiller. Il y a ceux qui arrivent à profiter de leur notoriété pour finalement lancer un message. Mais c'est parce qu'ils ont l'expérience, ils ont plus de maturité et qui savent qu'ils peuvent utiliser et qu'il a fallu passer par une forme de variétisation pour pouvoir porter un message. Mais après, on a toujours préféré les artistes dociles parce qu'un artiste, par définition, ça fait prendre un risque. Donc, ceux qu'on valorise, c'est ceux qui font pas prendre de risques. Cathy, est-ce que tu pourrais parler de quelqu'un avec si ma mémoire est bonne, avec qui tu travailles, avec qui tu as travaillé, qui s'est retrouvé à faire, alors que là pour le coup c'est lié à la littérature, donc qui est aussi, quand on connaît un peu le milieu de l'édition, qui est un milieu assez étroit, on va dire, qui a réussi à faire la couve des Inrocks. Pas que. Pas que. Et l'interview à France Culture. Et qui est ce soir même à la Maison de la Poésie. Ouais. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Fatima Das, qui est une de nos collaboratrices en fait aux ateliers Médicis. Moi, quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, elle était stagiaire. J'ai trouvé cette jeune femme justement très en colère, mais très justement ce qu'elle contestait et ce qu'elle affichait était moi m'intéressait. Au sein même de ce qu'on essaye de fabriquer. Et donc, elle bosse avec nous dans les relations au public. Et elle a édité un livre qui s'appelle La Petite Dernière. Et justement, tout d'un coup, ce livre, il raconte quelque chose qu'on n'attend pas des territoires ou des quartiers populaires, puisque du coup, elle raconte sa trajectoire de jeune femme qui a pas 25 ans, qui est donc musulmane, croyante et lesbienne. Et petite dernière d'une famille, dont le papa est algérien, la maman aussi, voilà. Et donc elle raconte comment elle est déterminée à vivre au milieu de toutes ces identités et donc de créer la sienne là au milieu. Et bien sûr, donc du coup, nous on est fiers de notre petite dernière, ça c'est sûr. Et cette trajectoire-là, alors Fatima, elle a une trajectoire, c'est l'école qui a fait qu'elle a pu construire sa trajectoire culturelle. Des profs qui ont su l'épauler. Et puis ensuite, elle est allée à la fac et ça a été super difficile pour elle. Il se trouve qu'elle est tombée sur une prof auteure qui a su l'épauler aussi dans sa difficulté à être cette sorte de dans un milieu très homogène qui était la fac, une fac d'écriture, hein, voilà. Je sais plus comment on dit en français de creative writing en anglais. Il y en a une à Paris 8, donc voilà, elle a fait ça. Et puis lors d'un jury, une éditrice l'a repérée et voilà, et c'est comme ça que c'est passé. Donc pour le coup là, et tout d'un coup cette voix qui est une voix singulière, qui est une voix qui ose. Et qui est assez violente pour un certain nombre de gens, voilà. C'est tout d'un coup quelque chose qui, elle est très ça bouge en ce moment pour elle, ouais. Et du coup, c'est quelqu'un qu'on va accompagner, qu'on va continuer à accompagner. Et justement, donc il se trouve qu'on nous aide, un certain nombre d'instances qui nous aident pour mettre en résidence des écrivains. Et moi, je veux qu'elles soient en résidence. Et on m'a dit bon, mais quand même, vous peut-être mieux mettre des écrivains en immersion. Je dis, mais arrêtez, il y a des en immersion où on va aller noyer des gens sur un territoire, et alors qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire depuis des années sur ce territoire et qui ont besoin de moyens. C'est quoi cette histoire? Oui, donc du coup, cette question du regard, là où on va, comme un entomologiste, regarder pour pouvoir faire passer dans l'institution culturelle, c'est ça qu'il faut faire bouger, qu'il faut faire péter, quoi. Mais là, tu cites un exemple d'une personne qui a été accompagnée. Je sais pas, peut-être Marvin, toi, si tu as les portes dont on parlait qui sont difficiles à ouvrir, est-ce que tu as pu avoir un modèle entre guillemets, disant tiens, ce mec-là ou cette fille-là a fait comme ça, peut-être que je vais pouvoir suivre le mouvement, ou est-ce que du coup non, c'est où tu t'as pris tout seul ton sac et ton appareil photo? Non, j'ai pas eu de modèle. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment ça la question. Malheureusement, je pense que c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui, c'est que modestement, j'essaye d'être le modèle des prochaines générations. Parce que j'ai pas eu ce modèle-là, en tout cas dans mon domaine, la photographie, dans l'art aussi, de manière générale. Enfin, les modèles que j'avais, du coup, étaient dans la musique, et encore, étaient
dans le cinéma et encore. En fait, je crois que je fais partie surtout d'une génération influencée par les États-Unis. Mes modèles, c'était des Américains. Moi, je suis noir, ça se voit. Mes modèles étaient, en France, les seuls modèles que j'avais, c'était Omar Sy. Sinon, il y avait Yannick Noah. Enfin, c'était beaucoup le sport. Le cinéma, c'était je respecte beaucoup Omar Sy, mais c'était beaucoup un peu les clowns de service. Et ouais, c'était un peu des stéréotypes qu'on plaçait là pour dire, voilà, il y en a un et qui respectait un certain stéréotype. Et du coup, moi, dans mes exemples, les seuls exemples que je pouvais avoir, c'était plus aux États-Unis. C'était des mecs comme Mohamed Ali, c'était des mecs comme Mike Tyson, c'était des mecs comme, que ça reste des sportifs, mais qui ont une renommée et une reconnaissance vraiment internationale. Et c'est vraiment ce qui me poussait à me dire que je pouvais peut-être faire quelque chose, mais qui me ressemblait vraiment dans le territoire. J'avais pas vraiment d'exemple. Ce qui m'animait le plus, c'était juste le discours de mes parents, de mes potes, de me dire, t'as plus de chance que nous, peut-être que toi tu peux le faire. Il y avait juste ce peut-être ça a été ça mon Mais moi, ce qui me frappe, c'est que tu dis que ça fait qu'un an que tu peux vivre de ce que tu fais. Ah bah ouais, après c'est. Mais ouais, non, mais donc du coup, il y a un endroit où il y a des marches qui manquent. Tu vois, il y a un truc, il y a des marches qui manquent. Il faut bon, c'est notre boulot, hein, mais du coup, ça me paraît, tu vois, cette question de l'accompagnement de trajectoires qui sont des trajectoires singulières. Je rejoins juste, je me rappelle plus du prénom de l'écrivaine, je crois que ça se dit comme ça. Fatima. Ouais, je sais plus. Mais je crois avoir entendu que c'était une prof qui l'avait. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est ça, ouais. Moi, c'est des profs aussi du coup qui m'ont. Je dis c'est lourd comme mot, mais qui m'ont sauvé parce que c'est une prof à un moment donné dans ma scolarité qui m'a vu devant la porte à attendre à l'époque un pote dans sa classe et qui m'a dit mais tu fais quoi là tous les jours à attendre? Et je lui ai dit en fait j'aimerais bien rentrer dans cette classe et il comprenait pas comment ça se fait que ça faisait 4 ans que je galérais à rentrer dans cette section. C'était quoi comme section pour le coup? C'était une formation dans le lycée Alfred Coste à Bobigny. C'était le nom de la formation, c'était la communication graphique, métier de la communication graphique. Et donc du coup dedans on y faisait de l'histoire de l'art, de l'étude de l'image, du dessin d'observation, etc. Et moi j'étais en bâtiment en bâtiment en industrie, donc je printais beaucoup. J'étais plus à la finition, donc le truc vraiment manuel et ça me faisait. C'était hyper violent pour moi de voir que même dans le 93, même dans une école où finalement il y a de la diversité, en fait il y avait quand même cette classe un peu d'élite. C'était beaucoup des gens des pavillons, c'était beaucoup des personnes blanches. Et nous on était dans les filières plus manuelles en fait, électrotechnique, mécanique. Et du coup moi qui avais cet ami là dans cette classe là, je voyais ses cours. C'était mon ex du coup à l'époque. Du coup c'était encore plus dur parce que le soir je voyais ses cours, je voyais son truc de dessin et j'étais là genre pourquoi pas moi. Du coup, nous, on a monté une section, en fait, qui, du coup, on travaille dans les premières et terminales pour justement épauler les jeunes qui peuvent avoir un désir artistique pour qu'ils puissent intégrer les écoles d'art. Donc, du coup, on est en train de monter cette chose-là et on a la bonheur, en 6 mois, d'avoir pu faire rentrer un jeune homme de Gagny, en fait, à l'école d'art d'Angers. Et on verra ce que ça donnera. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi ça. Quand tu dis ça, tu dis aussi d'abord, de fait, les autres n'imaginent pas cette place-là. Ouais. Donc déjà, il faut qu'on révolutionne les imaginaires très très vite. Il faut arrêter de rêver. C'était la phrase. Et du coup, on dit. Et puis en plus, il y a aussi la pression des parents qui disent mais attends, déjà, tu réussis à l'école, tu vas aller faire médecine, tu vas aller faire ingénieur, tu vas aller faire voilà. Et si tu réussis pas, tu vas aller faire un truc où tu peux bosser vite. Mais c'est pas vrai, les écoles d'art, il y a du boulot à la fin si on les réussit. Donc c'est ça qu'il faut aussi, nous, qu'on bosse et qu'on accompagne des gens comme toi, les plus jeunes, pour pouvoir les soutenir aussi, pour qu'ils réussissent ces écoles et qu'après ils tiennent dans ces écoles. Alors, les 2 exemples que vous venez de citer me font penser, Anne, à quelqu'un à qui tu travailles, à qui il y a un CPE, qui a conseillé de faire BEP vente. Je pense à Booba qui, en fait, au début de sa carrière, en parlait notamment dans ses chansons, parce que le mec maintenant, il est quasiment étudié à la fac, et à l'évidence, qu'on aime ou pas, quand on regarde son écriture, c'est évidemment un surdoué. Sauf qu'on lui a conseillé de faire un BEP vente. Bon, il s'avère être très bon en marketing. Alors que sa mère savait qu'il était surdoué. Ouais. Dès l'enfance, mais il a eu des trucs de parcours et un désaccord avec le système, plutôt. Très prononcé et très précoce. C'est pas parce que tu es talentueux en cité que tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est dingue. Non, parce que j'étais ultra doué en art, j'avais 18 de moyenne générale. Ouais. Non, parce qu'il avait été diagnostiqué assez très très jeune, surdoué quoi. Et après, il n'a pas compris le système et il a dévié. Effectivement, on lui a conseillé un BEP vente.
Mais il y a une punchline qui sort. Ouais, elle m'avait marqué plus jeune. alors que c'est déjà à la base plutôt un timide qu'il écrit et que voilà, c'est totalement. Ouais, c'est contre-productif. C'est contre nature presque. Et il y a un truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit, Marvin, c'est que quand je parlais des gens qui peuvent accompagner, et toi, la première entité que tu as cité une marque, tu as cité ASICS, la marque d'équipement sportif. Ouais. Et où je pense, moi je suis plus âgé que toi, moi je voyais mes copains qui entraient dans ce milieu-là. À l'époque, un des centres à Paris, qui était même le centre autour duquel gravitaient tous les gens qui voulaient se lancer dans les cultures urbaines en général, qui était Radio Nova, donc rue du Faubourg Saint-Antoine, n'a pas très loin d'ici, à Bastille. Et là, tu cites une marque, donc peut-être qu'il y a une réceptivité maintenant qui est importante dans ce monde de l'entreprise, alors qu'avant, pour le coup, c'était un média, quoi. Je suis pas super bien cerné la question. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, toi, est-ce que c'est vraiment, toi, les premières personnes, tes premiers interlocuteurs qui t'ont bien accueilli et qu'on dit, fais voir tes photos et tout, tu vois? Non, en fait, excuse-moi, ça n'a pas été les marques, en fait. C'est pas les marques, pour moi, qui ont fait le changement. C'est les gens dans les marques, en fait. En fait, pour moi, le changement, il s'est fait, donc, en fait, j'ai dit ASICS parce que c'est une des marques qui m'est venue en tête en première, mais j'ai tout de suite travaillé avec Courir en premier temps. ASICS, c'est parce que je travaille avec le magazine Shoes Up, qui, en fait, ancienne rédactrice, la styliste, de Shoes Up, est passée chez ASICS. Et donc, du coup, connaissait mon travail parce que j'avais bossé avant ça pour c'est un magazine sur le basket, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, c'est qui a fermé, malheureusement, mais et en fait, ce qui s'est passé surtout, et ça c'est pour la plupart des marques avec qui j'ai travaillé, c'est que c'est des personnes dans ces locaux-là, en fait, qui soit côtoient des gens de banlieue, soit viennent de banlieue. Et c'est ça la différence qui a pu se faire dans les marques, c'est que quand j'arrivais en entretien, pour parler de Shoes Up par exemple en premier, c'était mon premier contrat. Chez Shoes Up, il y avait un jeune de Cité du 94. Il y avait du coup Olivia, qui est la styliste qui a fait beaucoup de stylisme pour Niska notamment, donc qui côtoie beaucoup le monde du rap et qui en même temps n'est pas une fille de banlieue, mais qui fréquente beaucoup de banlieusards. En travaillant chez Shoes Up, en fait, elle était un peu la voix qui pouvait éveiller les autres, qui avaient des stéréotypes sur les quartiers, à dire on peut bosser avec ce mec-là, on peut bosser avec Marvin Bonheur, même s'il vient de quartier, il peut nous apporter quelque chose. Et c'est ça, je pense, qui a fait la différence dans notre société, c'est que c'est des petites personnes comme des pions qui ont fait en fait une espèce de passerelle entre la banlieue et l'élite. Et voilà. Et à chaque fois que j'arrivais dans des rendez-vous, des fois j'ai été dans les locaux de chez Nike par exemple ou même chez Total, même si je le mets pas trop en avant ça. C'est toujours la personne qui m'avait contacté, était toujours une personne un peu intermédiaire, un peu un ovni dans le milieu, en fait. Les passerelles, c'est fondamental. Et je pense que c'est ça, en fait. Après, derrière, oui, il y a la marque, on va se dire, c'est trop cool, Nike a fait un truc avec Monsieur Bonheur, c'est quand même un grand pas. Mais en fait, c'est pas vraiment Nike, c'est une personne chez Nike qui est suffisamment ouverte d'esprit. C'est Bintou Bélé qui dit toujours ça, mais il faut contaminer. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens de toutes les diversités qui soient dans les positions. Mais aux États-Unis, les marques notamment, les marques de chaussures de sport, etc. Ça fait longtemps qu'ils collaborent avec des artistes noirs, etc. Mais là, du coup, alors c'est peut-être un peu trop politique pour ce soir, mais on en revient un peu. Si on parle de la France aujourd'hui, on va opposer forcément le système communautariste anglo-saxon et le système de l'intégration à la française. Et que c'est vrai que sur le papier, l'intention française est bonne, mais dans les faits, en fait, on a l'impression. Alors, évidemment, la situation anglo-saxonne est loin d'être parfaite, mais on a l'impression qu'en l'occurrence, qu'elle donne quand même plus de chances à toutes les nationalités au mérite. Ça fait 2 ans que mon nouveau projet que je sors ce mois-ci est sur Londres. Ça fait 2 ans que je travaille à Londres. Finalement, on voit aujourd'hui un peu, on voit en quoi l'échec de l'intégration à la française, parce que finalement, la France, elle est gouvernée par un homme blanc de 50 ans, quoi. Et que. 40, pour une fois, il est plus jeune. Il a 40, c'est un gamin. Oui, mais bon, globalement, avec un cerveau de 50 ans, on va dire. Le CAC 40 est dirigé par des hommes entre 45 et 55 ans blancs, et que
le système français d'intégration met de côté tous les autres. Mais je pense que c'est au-delà de ça. Et si les tu marques veux. américaines ont largement. Juste, je veux en venir à l'ouverture qui est en train de se créer. Parce que je parlais des festivals tout à l'heure, mais les marques américaines, pendant longtemps, les bureaux français ne suivaient pas les politiques d'ouverture sur le hip-hop, etc. Et que ça bouge, justement. Ça fait 5 ans que ça bouge parce que avec le streaming, il y a une raz-de-marée de la musique urbaine. Il n'y a pas le choix. Ouais. Mais moi, j'ai quand même plusieurs artistes qui ont vendu des millions d'albums qui sont ultra beaux, enfin voilà, en plus qui font la promotion du sport, etc., etc. Et seulement aujourd'hui, les marques veulent faire des choses en termes d'association à l'image. Et je prends ça comme aujourd'hui comme un mieux. Mais si on regarde un peu l'histoire, c'est choquant. Mais moi, je pense qu'il y a d'abord une première chose, c'est que dans les pays anglo-saxons, les quartiers populaires, ils sont au centre des villes. Donc, du coup, ne serait-ce que aujourd'hui, il y a, on va dire, 60% de la France qui voit jamais une personne de couleur. Tu vois. Et cette chose-là, elle est quand même. Oui, mais à Londres, on demande pas à un Indien de devenir londonien. Non, mais je suis d'accord avec toi sur ce principe-là. Je dis juste, j'essaye de te reprendre un peu les choses. On demande à un garçon de quartier de venir aussi blanc que blanc possible. Et voilà. Et donc, du coup, c'est aussi changer nos grilles de valeurs. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, quand tu veux bosser à un endroit, en France, on te dit, t'as le diplôme, t'as fait quelle école, t'as fait quel lycée, t'as fait quel machin, et qu'on donne pas sa chance. Quand tu vas dans le pays anglo-saxon, pour moi, j'ai bossé pas mal aux États-Unis, et ben on te dit, ah ouais, ton projet il est bien, bon bah allez, ok, on essaye. Et donc du coup, cette chose-là, elle permet du coup tout de suite une diversité qui est plus grande. C'est ça qu'il faut qu'on change aussi, mais avec tout le risque que ça qu'ont l'impression de prendre ceux qui sont les tenants du pouvoir aujourd'hui, et parce que ça les bouscule et ça les met dans des situations où ils ont plus les grilles de lecture, ils savent pas faire et ils comprennent pas tout, et du coup ça les trouble. Enfin, je pense que dans les médias, tu dois ressentir ça de façon très forte. Les médias sont un bon exemple. Moi, je me demandais si je serais curieux de comparer vos expériences. Alors peut-être qu'elles sont peut-être très différentes, mais par exemple, toi, tu as des interlocuteurs ou autrices qui viennent par exemple, qui émanent plutôt du monde de la culture, donc peut-être du ministère de la Culture. Je serais curieux que tu racontes, je sais pas, une expérience que tu as vécue de c'est quoi de présenter ton travail et l'activité des jeunes que tu promeus, et le comparer avec c'est quoi un rendez-vous peut-être il y a une dizaine d'années avec une major quand tu représentes un artiste. Tu vois, je sais pas s'il y a des parallèles, on va voir. Moi, si tu veux, je fais la passerelle. Donc, du coup, quand je vais en rendez-vous avec Bintou, Dembélé, on fait le job de façon à aller chercher, à aller demander à l'institution. Enfin, tu vois, voilà. En gros, en général, on veut de l'argent, donc on fait en sorte que, du coup, on aille le chercher et on explique ce qu'on fait pour qu'il puisse comprendre. Et après, on fait ce qu'on pense qu'il est bien de faire. Mais c'est la passerelle. Voilà. Donc, du coup, c'est juste ça. Après, évidemment que aujourd'hui, moi, je dis toujours, la moitié de mon équipe est allée manifester dans toutes les manifs qu'il y a eu dernièrement, voilà. Mais ça, de fait, ça fout la pétoche. Et ils nous disent, ouais, d'accord, vous êtes quand même beaucoup financé par le ministère de la Culture, faites gaffe, quand même pas trop politique. Enfin, tu vois, voilà. Si c'est politique, obligatoirement c'est politique. Et en même temps, on a cette responsabilité-là. C'est une urgence de faire changer la société. C'est une urgence. Parce que du coup, on le ressent. Je sais pas ce que tu en penses du Black Lives Matter en France. Parce qu'il a fallu quand même attendre que ce soit un Américain qui se fasse tirer dessus pour que les Français réagissent. Je pense qu'il y a quand même une certaine hypocrisie c'est un peu dans ce mouvement, mode, même si c'est dans le fond, ça reste hyper important. Ça fait des années que ça existe en France. Faut attendre que oui, mais ça nous donne des visuels de. Mais en fait, je pense que malheureusement, ça donne une visibilité. Oui, c'est sûr, mais de toute façon, je pense que comme beaucoup d'autres choses dans notre société, on est très inspiré et on suit beaucoup les États-Unis dans beaucoup de choses. Forcément, les États-Unis, c'est un peu les papas-mamans de la planète, j'ai l'impression. Tant que ça s'est pas fait là-bas, c'est pas validé. On est mal barré, hein. Et ouais, je pense qu'il a fallu qu'on attende ça. Et puis, je pense que aussi pour notre société, je veux pas être trop, je suis pas hyper politique non plus, mais j'ai quand même mon expérience personnelle.
Je pense qu'on est dans une société très hypocrite et, En fait, et je t'es pense que politique, ça mais arrange t'es pas bien. politicien. T'as le droit d'être Voilà, c'est politique. ça exactement. Je suis pas politicien du tout, mais je pense qu'on est. C'était plus facile en fait en France de dire regardez comme c'est mauvais quand c'est pas chez nous en fait. Et c'est pour ça que ça a tant pris ici parce que c'était plus facile de blâmer une situation quand c'est chez le voisin. Alors que finalement, en fait, quand on pose le même sujet qui se passe à 10 minutes, 1 heure, 45 minutes de C'est chez moins nous, hollywoodien, là, en il y a fait. moins de personnes, en fait. C'est moins hollywoodien. Ouais, ça fait moins effet de masse, Et peut-être. puis on fournit pas les visuels pour être sur Instagram. Donc, Il y a pas le petit truc, c'était quoi, le post tout noir, full noir qu'il fallait poster. Enfin, mais en il y a même pas un temps, côté, ça s'est transformé aussi en une forme de cancel culture parce que si tu postais pas ton oui, tu te ton faisais truc attaquer noir, tu te faisais attaquer. aussi. Donc Mais ça, c'est c'est la la- cancel culture aussi. Tout ça est nul parce que en fait, on est dans une telle polarisation des positions de tous. Alors, soit on est contre, soit on est pour, quoi. C'est tout. On a La plus de nuance est très nuance, difficile. il y a Hein, plus ouais. de débat. En fait, pour s'éloigner, mais en restant dans la réflexion du Black Lives Matter, par exemple, pour tout ce qui est de la street, la culture urbaine, qui est un peu au cœur de la mode, au cœur de beaucoup de choses depuis quelques années, j'ai eu plein de fois le débat avec des jeunes de mon quartier qui, pour certains, sont vraiment dans le cliché, c'est-à-dire des gars qui ont raté leur scolarité, qui sont en bas qui sont dans un four, qui sont en train de bicrave, etc. Enfin, vendre de la drogue et tout, bref. Et je leur posais la question parce que voilà, moi je suis entre les deux mondes aujourd'hui. J'ai ces potes-là qui sont comme des frères pour moi parce que j'ai grandi avec eux, j'étais à la maternelle avec eux, et à la fois je suis avec j'ai des potes très proches qui sont de Paris, qui ont jamais mis les pieds dans un quartier et qui, j'ai l'impression que dans Paris on a le discours de ça a changé, c'est trop cool, etc. Et en fait quand on va dans des cités et qu'on demande à des Ça a jeunes qui sont empiré. en galère dans des cités, Ouais. ils savent même pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés. Et la plupart du temps, ce qu'ils me disent, c'est si c'est cool et que ça a changé, pourquoi on est encore dans la merde? Et du coup, bah, finalement, est-ce que ça a vraiment changé ou est-ce que c'est stylisé? Et c'est là où je fais la parallèle avec le Black Lives Matter, c'est que, et j'en parlais ce matin, d'ailleurs, on me disait que finalement, c'est un mouvement qui fait changer les choses. Et je disais, bah, la semaine d'après, il y a eu d'autres morts qui se sont fait tuer. Et encore là, il y a encore, enfin, je veux dire, la famille Traoré, on a manifesté, moi j'étais aussi à la manifestation, on était tous ensemble, j'en ai presque eu les larmes aux yeux de voir qu'on était aussi divers dans la manifestation, etc., que c'était vraiment fort. J'ai trouvé ça très fort malgré tout, même s'il y avait beaucoup de hype derrière ça. Ouais. C'était quand même très fort et je pense que ça incite quand même et ça fait quand même réfléchir dans tous les cas et c'est pas mauvais. Mais au final, voilà, un mois plus tard, on a un cousin qui est mort aussi. Enfin, je veux dire, est-ce que finalement les choses changent vraiment ou est-ce que on se rassure un peu comme se dire bon En bah fait, on a fait un peu la part des choses donc maintenant on peut Ouais. continuer à faire sa vie. Et est-ce que vraiment les choses changent En fait, je pense dans que le le fond danger, Et- ça vient de la stylisation de tout. C'est-à-dire qu'il faut et de la polarisation de tout, qui nous vient des États-Unis, hein, en plus directement, et que on n'a plus aucune nuance. Donc, en fait, c'est la morale qui remplace la religion, quoi. Donc, moi je pense qu'il faut que ça soit cool. oui, mais Même si quand tu on fait une veux, manifestation, il faut que ça soit on va cool. dire que Faut que ça soit- l'antiracisme, l'anti-mal, tout ça, c'est la nouvelle religion du bien. Et puis derrière, de l'autre côté, t'as que les Oui, alors qu'il y a c'est gris, enfin, par définition, on sait que. t'as le diable incarné, si tu veux. Mm. Et entre ces deux pôles, qui sont dictatoriaux, tous les deux, parce que finalement, dans l'anti-système est toujours un système. C'est-à-dire que tu crées exactement les mêmes travers dans un anti-système, puisqu'il est aussi rigide que le système qui l'a fait naître. Ouais. Et du Alors, coup, justement, est-ce que la solution, et notamment pour revenir à l'idée des métiers et de comment, non pas quand on baigne, mais quand on s'oriente vers ce type de métier lié au, alors je dis métier, mais est-ce qu'il y en a vraiment? Moi j'ai l'impression que un des moyens pour échapper effectivement ou au camp du bien ou au camp du mal, c'est de s'inventer sa propre position, Ah ben oui, sa mais propre. comme- Mais c'est c'est toute la propre de difficulté. l'artiste. Ouais. Oui, mais même de Sinon, l'humain c'est tout court, pas- non? C'est un artiste de commande. L'artiste crée sa propre vision du monde. Oui, mais du coup, je suppose, hein, moi je suis pas artiste et je bosse pas avec des artistes. De commande, tu fais les portraits du roi, quoi. Ah oui, il y en a. Oui, ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demande, à mon avis, 2 fois plus de boulot. Parce que si on n'a
s'il n'y a pas de section d'études qui oriente vers ces métiers-là, ou Toi, si tu parles des métiers artistiques. ouais, mais ça peut être, par exemple, c'est Parce pas qu'en forcément fait, d'être artiste, ça en peut fait, être aussi faut un arrêter de- métier d'intermédiaire. On parlait de passerelle. Non, mais en fait, moi, je pense sincèrement que le mot urbain, il est un peu, c'est un mot tiroir. On Oui. aime bien utiliser aujourd'hui dans notre société, on utilise des mots urbains, tiroirs, comme le féminisme, par exemple, c'est un mot tiroir. Il y a tout et n'importe quoi dans le féminisme. Et en fait, dans le mot urbain, il y a tout et n'importe quoi. Pour moi, je rencontre des gens du métier du show business toute la journée. Quand ils disent urbain, ça veut dire noir. Voilà. Moi, je pense que ce dont ils ont peur, c'est ce que réellement, ce qu'est la culture urbaine, c'est la culture du métissage. Pas que du métissage racial, mais il faut savoir que la France est un des pays les plus métissés au monde, et c'est merveilleux. Voilà. Et que c'est eux qui seront l'avenir de ce monde, parce que d'abord, ils ont un ADN beaucoup plus fort. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Et c'est à la fois un métissage racial, c'est un métissage culturel. Moi, aujourd'hui, je m'occupe par exemple, de jeunes chanteuses qui sont blanches, qui rappent, qui sont complètement décomplexées. C'est ça la culture urbaine. C'est pas Oui. des noirs dans une cité. Oui, mais on est bien d'accord. C'est ce que quand je dis que la diversité des voix, il faut qu'elle soit là. Et la diversité, c'est justement, faut arrêter de se faire enfermer dans Et le ça, rap, c'est le les hip-hop, médias. etc. Mais c'est les je- médias, et parce qu'ils je mettent en pense- fait la culture urbaine, c'est c'est ce moi. qui est de noir. Voilà. Et c'est faux. Et ça, c'est Mais un oui. leurre. Ça protège une certaine forme de système qui Mais du coup, rassure Puis certaines non, mais du coup, populations. tu peux dire c'est pas moi. On est dans une Voilà. société je pense, de cases, de toute façon. Oui, Donc, en fait, la France est et donc, métissée du coup, on sait culturellement pas, et racialement. on sait pas faire du cas par cas. C'est-à-dire, faut forcément mettre tout dans une case. Mais c'est pas et quand grave, je- ça a toujours quand on été parlait comme de ça. Londres- Faut qu'on continue. oui, Puis, Mais c'est ça on trace. ce dont il faut se battre. Moi, je sais que j'ai utilisé ce que je suis dans la culture française comme une passerelle. Parce que c'est vrai que quand on est blanche, on est avocat, on est blonde, etc. C'est plus facile. Ouais, bien sûr. On m'écoute plus. Mais c'est aussi une case, du coup. Hein, C'est aussi une case. Et t'es sorti d'une case, c'est du une case, coup. mais je m'en suis servi. Bah, c'est ça qui est bien. Bah, Et du coup, je me t'as suis cassé pas- cette je case me suis aussi pas laissée où, enfermer. Mais moi, quand après, tu viens de c'est quartier, vraiment la. j'aurais jamais imaginé que. Mais moi, vraiment, la question, la différence, c'est aussi celle du parcours. C'est-à-dire que là où tu un jeune, voilà, qui n'est pas, des jeunes rappeuses blanches, etc. Elles sont dans l'idée peut-être d'un parcours professionnel, un vrai parcours professionnel. Là, moi, ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est des jeunes qui tentent des choses, qui essayent, comme ils n'ont pas les bons contacts, les bonnes passerelles, ils se plantent, ils font ça, ils ont vachement de talent, mais ils peuvent pas poursuivre. Et il y a un moment où c'est là où ça manque. Et c'est là la différence, elle est là. C'est-à-dire que toi, tu as réussi à trouver les relais. Et, Je me suis trompé, justement. On mais après- m'a mal aiguillé, je me suis planté. Et- Mais et- j'ai eu de la chance. Et voilà. Et du coup, moi vraiment, c'est cette question-là, c'est cette différence-là, c'est-à-dire cette différence d'accès déjà à l'information, à même au rêve. Bah, C'est-à-dire au rêve du parcours, et c'est ça qu'il faut qu'on bouge. C'est pas parce que tu vis à Clichy-sous-Bois, à Gagny, moi je suis pas parisienne, donc je suis mauvaise en banlieue, hein, mais Ah bah, il faut que donc, tu écoutes le rap parce que tu vois, il a instauré. mais une voilà, grille, c'est pas parce que tu es 9-2, là 9-3. que tu ne peux pas avoir un parcours linéaire, où tu peux pas inventer un parcours où tu gagneras ta vie de l'art. Enfin, tu vois, c'est aussi ça. c'est plus vraiment inventer un parcours. voilà. du coup. Et après, ça va créer des parcours singuliers, et il y aura des gens qui vont ouvrir les voies. Tu ouvres la voie. Bintou Dembélé, elle ouvre la voie. Il y en a d'autres qui ouvrent la J'espère. voie à des endroits. Et quand Bintou est à l'opéra et qu'on voit avec 20 danseurs de danse tu urbaine vois, qui sont allés, le public est debout à la fin. Mais, Et je peux dire que c'est tout du mais public ça, je pense blanc. que c'est Voilà. Et ben ça, tout Ça d'un fait coup, on changer. a gagné des points. Mais elle, à un moment, elle s'est posé la question de ce qu'elle faisait là. Elle s'est dit, est-ce que je suis pas utilisée aussi, comme tu le dis, en termes d'image, etc. Mais C'était les vous avez- 50 si ma mémoire est bonne, c'était les 50 ans non, c'était les 30 ans de l'Opéra Ouais, c'est Bastille, ça. et Ouais. il y avait, c'est à l'occasion. Ouais, en fait, je vois ça d'un point de vue un peu plus universaliste, dans le sens où je pense que c'est pas une question de couleur déjà, non, bien sûr. et que les gens qui ont un parcours linéaire, quelle que soit leur couleur et leur origine, ils ont une vie de merde, quoi, à la fin. C'est pas parce que tu Je fais parle pas de HEC. binaire, c'est, je pense, te Non, poser savoir tu qu'un peux jour, faire tu pourras- HEC, tu peux avoir accès à Mais HEC bien et sûr. avoir une vie de merde. Et Non, te mais je te suicider, parle pas, Heureusement, non, mais d'ailleurs. je parle juste de pouvoir juste rêver dans le Choisir. métier dont tu as envie. C'est juste ça dont je parle. C'est le cœur de tout mon travail, Voilà. et je, Ouais, et c'est ce je, que le je- rap je- ouais, je suis aujourd'hui d'accord avec ça. amène, parce qu'il y a des parcours de rêve dans le rap quand même.
Bah, c'est des dernières d'ailleurs. Hein? Amel Ben, tu parles? Non, là, je veux dire, le rap peut faire rêver les jeunes. Ah, oui. Parce qu'il y a des parcours de réussite. Oui. Mais C'est une nouvelle. En fait, ça. Après, le rap, je pense que c'est peut-être le seul après le foot Ça va Ouais. à être vraiment Mais c'est pour ça qu'il faut le qu'on reste. bouge les curseurs. Ouais. Je pense que oui, il fallait, de toute façon, il fallait que dans le rap, les rappeurs puissent ouvrir la voie pour qu'après, derrière, on puisse. Il fallait forcément commencer par quelque chose. Et je pense que comme, bah oui, en vrai, les premiers sportifs, par exemple, il y a quelques jours, j'ai eu la chance de tourner un truc pour le FIFA 21 où Mbappé sera Le jeu vidéo, ouais. Ouais, le jeu vidéo et Mbappé sera le visage du jeu et on a la chance du coup d'avoir un joueur qui est connu de façon internationale, mais qui parle du 93, qui parle de son enfance en banlieue et du coup, bah, par juste le fait d'en parler, m'a peut-être par exemple moi amené en tant que photographe à être contacté pour réaliser ce documentaire. Et je pense que c'est du coup ces artistes-là ont ouvert la voie. Là où à une époque, bah, quand on parle de rêve, c'est moi dans mon travail, c'est ce que je mets le plus en avant parce que c'est le plus gros problème, je pense, en quartier. On parle beaucoup d'argent, on parle de voilà, mais moi j'ai vu des artistes, même aux États-Unis, qui viennent de la plus grande misère des misères et qui ont fini au top. Donc finalement, je pense que effectivement l'argent c'est un énorme vecteur et les relations, les contacts, etc. Mais je pense que le rêve c'est le plus gros problème parce qu'en fait, à partir de 15 ans, quand on commence à nous, surtout que dans le cursus scolaire, on nous met très vite la pression en France de ce que tu veux faire plus tard, alors que tu n'as même pas encore. Enfin, je pense qu'on pose la question déjà trop tôt. Et si en plus on se trompe, on nous pousse tout de suite à se dire, bah si t'es pas bon ou si tu sais pas ce que tu veux, bah tu vas faire ça et tu vas rester bloqué dans ça. Et quand tu es dans un quartier où déjà t'as pas la visibilité de tous les métiers que tu puisses faire dans le futur. Exactement. Quand tes parents et tes parents et les parents de tes amis font quasiment tous le même métier, ben tout de suite toi, tu te dis logiquement, bah c'est les métiers qui sont possibles pour moi. Ensuite, il y a les métiers que tu as dans ton territoire. Si tu vois que dans ton territoire, il n'y a pas certains métiers comme photographe, tu dis, bah, je vais pas être photographe. J'habite à Aulnay-sous-Bois, il n'y a pas de photographe. Enfin, il y a le photographe de la mairie, mais il a 50 ans et ça fait des années qu'il est là. Du coup, tu dis, c'est pas possible. Et tout ça, c'est le rêve, en fait. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, moi, ça m'est arrivé où, en fait, le rêve, il commence à s'étendre et c'est là qu'on commence à voir le décrochement scolaire, c'est là qu'on commence à voir le système D et du coup, bah, les premiers problèmes qu'on connaît dans les quartiers populaires. En ce moment, nous, on accompagne un très jeune artiste qui a arrêté en 3e l'école et tout ça et qui est fou d'opéra et de mode. Mais il est dingue d'opéra. Et il est dingue d'opéra parce qu'il y a des opéras sur Internet. Et donc, du coup, on est en train de travailler avec lui, il veut être acteur. Mais voilà, sa passion, c'est ça. Et je me dis, mais c'est génial. Et en même temps, il se prend tout le temps des murs dans la gueule parce que ses potes, tu vois, voilà. Mais n'empêche, il dit j'aime ça. Et donc du coup, nous on dit voilà, ok, on va voir comment on fait pour déjà te former en tant qu'acteur. Enfin, tu vois, que tu puisses te former en tant qu'acteur. Et puis bon, on va voir sur l'opéra comment. Puis il faut que tu racontes cette passion. Et donc on est en train d'essayer de monter peut-être une petite forme qu'on va tourner dans les collèges avec lui sur sa passion de l'opéra. Et donc voilà, donc c'est des choses. Et il y en a plein des gens comme ça. Il y en a plein. Et cela, bah, lui, si on tient pas le truc, il disparaît parce que du coup c'est trop dur, quoi. Je dis toujours parce que il y a aussi ce truc-là quand un artiste réussit, en tout cas, à être reconnu un peu dans son talent, dans son métier. Il y a beaucoup cette notion de dire bon bah regardez-le lui, il a réussi, donc c'est dire que tous les semblables, c'est qu'ils n'ont pas assez bossé. Et je dis toujours, le truc, c'est que il y a un nombre de marches, un nombre de murs, un nombre de réflexions, je pense, inimaginables pour certains, avant d'arriver à faire ça. Et quand on prend en compte, il y a le petit facteur chance, il y a un bon facteur chance même, de tomber sur la bonne personne au bon moment, de savoir avoir le bon discours au bon moment. Parce que voilà, moi j'ai pas toujours été quelqu'un d'hyper droit, j'ai aussi fait des conneries comme tous les jeunes et j'aurais pu, le jour où j'ai l'occasion peut-être d'exposer, j'aurais pu faire le mauvais choix. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça, mais voilà, je rejoins le truc de l'opéra. C'est pour moi ça me choque même pas parce qu'en fait j'ai grandi dans une cité où même le mec aujourd'hui qui est genre celui qui tient le terrain. Quand on était petit à 10 ans, il avait un rêve lui aussi et c'était pas de tenir un terrain, c'était d'avoir un métier comme tout le monde.
Et ce qui est dingue, c'est que on a l'impression que quand une personne réussit, c'est que les autres n'ont pas voulu. Et en fait, on oublie que, où beaucoup de gens ne sont pas conscients, je pense, du nombre d'étapes que certaines personnes ont à faire par rapport à d'autres dans notre société aujourd'hui. C'est ça, ouais, tu as raison. Et c'est pour ça que je suis content d'entendre qu'il y a des vraies infrastructures qui sont mises en place. Je pense à Courtrajmé, à leur école. Je pense à Casa 93. Je pense à Bastien Laurent qui a mis Avoc, les locaux d'Avoc, dans la cité d'Aulnay-sous-Bois pour que les jeunes puissent apprendre la couture. Voilà, la couture, moi j'aurais dit je vais faire de la couture à mon époque, mais mes potes ils m'auraient dit mais t'es fou quoi. Mais je veux dire, quand l'Adj est venu nous voir, donc il y a maintenant, ça fait pas 2 ans, il n'avait pas encore sorti Les Misérables, et qui nous a dit je veux faire une école de cinéma, je peux te dire qu'il a fallu imposer le truc, dire non, si, on l'aide. Non, on va acheter le matos, et il va démarrer avec ces jeunes. Et, mais t'es sûr? Non, enfin, tu vois, logiquement, mais merde. Et du coup, voilà. Alors maintenant qu'il est très connu, tout ça, machin, il n'y a plus de problème. Alors là, tout le monde est tout le monde est là à faire les chèques, il n'y a pas de problème. Mais je dis, mais tu vois, il y a un moment, voilà, où on fait pas confiance. Il y a la question de la confiance et de la légitimité en France qui est très problématique. Parce que c'est une image. Je pense que c'est le problème de l'image stéréotypée des banlieues. Tout tourne autour de ça. Je pense que la vision qu'on a des quartiers, la capacité et la considération qu'on a des gens en banlieue, pour pas parler que de cité, déjà fait que on fait moins confiance de base. Et ça va jusqu'à la province. Hein. Même quand on y réfléchit, le terme même de province a pas de sens, puisque c'est comme si la ville de Paris définissait le reste de la surface du pays par rapport à elle-même, quoi. C'est l'exception, c'est Paris, c'est pas la province. La province, c'est le pays. Mais, en France, c'est même sur les intitulés des noms, c'est déjà. Plains-toi auprès de Louis XIV, hein, mais il a voulu un État centralisé. Mais tu vois, par exemple, je vous parlais de Start, ce truc qu'on fait dans les lycées, dans les collèges. Donc c'est mené par une prof des arts déco et qui est nous voir et qui est une fille incroyable et qui vient mais d'un milieu ultra rural. Et elle a jamais réussi à rentrer dans une école d'art. Elle disait mais moi quand j'arrivais pour les concours, j'avais l'air d'une plouque. Je savais pas parler aux gens. Je savais pas, j'arrivais avec mes dessins à moitié faits dans ma pochette, j'étais habillée, voilà. Et du coup, j'ai jamais réussi une école d'art. Et c'est pour ça qu'elle est déterminée à le faire avec nous, à nos côtés. Parce que du coup, elle a ressenti, ce rejet. Et aujourd'hui, elle est prof et elle veut pas que ça continue. Mais dans tous les exemples que vous citez, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui, ayant réussi, veulent amener à leur suite d'autres personnes. Je pense même à Booba dont on parlait, qui est très connu, qui a vendu des millions d'albums, etc. Très tôt, il a produit des dizaines, quitte à s'embrouiller après, voilà. Et ça devient un autre sujet. Ce que les gens savent moins, c'est qu'il produit énormément de jeunes artistes, qui développent énormément de jeunes artistes pour les aider à réussir. Ouais, et c'est quelque chose que je fais avec lui tous les jours. Alors qu'il a l'image d'un mec hyper individualiste, par ailleurs. Ah oui, mais de toute façon, s'il y a bien quelqu'un qui a une image très différente de ce qu'il est, c'est bien lui, comme tu le sais. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui ça lui tient à cœur, comme ça lui tient à cœur d'avoir des choses, des actions ultra concrètes, que ce soit en banlieue ou au Sénégal, par exemple, pour vraiment aider les nouvelles générations à s'en sortir. Mais sauf que lui, il le fait pas avec la caméra pointée comme ça sur le truc. Il y en a qui savent médiatiser. Qui savent médiatiser le moindre truc. Oui, bah après, non, c'est bien de médiatiser pour que les jeunes aient accès, mais c'est pas bien d'en faire de la promotion personnelle. Voilà. Donc, oui. Il y a un des trucs qui ressort dans nos discussions, c'est la notion, on vient juste d'avoir un exemple de centre et de périphérie. Et moi, je voulais vous parler d'un truc qui m'a frappé là ces jours derniers. On a parlé un peu de sport. Bon, moi j'aime bien le basket. Voilà. Du coup, je me lève la nuit pour regarder des matchs NBA. Bon, voilà, il y a d'autres personnes qui font ça. Vous en connaissez certains. Ouais, voilà. Bref. Et le fait qu'à cause du Covid, le championnat NBA, comme tous les championnats du monde, comme tous les championnats sportifs dans le monde entier, a dû s'arrêter. Et eux ont trouvé une solution qui consiste à jouer dans une bulle. Bref, où toutes les équipes se rassemblent au même endroit. Là, il y a les finales qui vont commencer demain soir. Et c'est un événement donc qui a priori est que sportif, sauf que ça s'est passé au même moment. Il y a une conjonction avec le mouvement Black Lives Matter. On sait très bien que le monde du basket noir américain, à 80%, c'est la population noire, ce qui n'est pas le cas du public d'ailleurs.
Et je me suis dit, là, il se passe un truc super intéressant parce que la NBA s'est dit, mais alors, attends, là, on se retrouve au milieu d'un micmac politique hyper compliqué. Le pays est à moitié à feu à sang. Comment on peut traduire ça? Oui, alors notamment la plus grosse star, LeBron James. Et du coup, ils ont fait un truc que moi, j'ai jamais vu. Ça fait des décennies que je regarde du sport le jour et la nuit. C'est qu'ils ont mis, ça a l'air tout bête, hein, mais ils ont mis Black Lives Matter en énorme sur le parquet. Les joueurs, sur leur maillot, non seulement il y a marqué leur nom, mais ils ont choisi un slogan politique qui est, pareil, ça va de Education Reform à Black Lives Matter, à Say Their Name pour que les gens apprennent les noms de tous les noirs qui ont été tués par des policiers. Enfin, là, je me suis dit, il y a une espèce de laboratoire en temps réel d'un truc qui est à la fois de l'entertainment, du sport, qui a une visée politique et qui a été improvisé quasiment parce que personne n'avait prévu qu'il y aurait une pandémie qui arrêterait un championnat et en plus un mouvement politique. Ouais, mais après c'est possible aux États-Unis parce que tu vois par exemple en Italie quand t'es un noir qui joue au foot, il se fait taper de singe quoi. Ouais, oui, là, bien sûr. Tandis que là-bas ils sont glorifiés. Oui, ils sont glorifiés tout en et d'ailleurs ce qui est assez frappant, c'est que ouais, exactement. C'est que par exemple, le jour où les joueurs NBA ont fait grève en disant on arrête de jouer suite à la personne qui s'est fait tuer dans le Wisconsin, les joueurs en question ont dit on fait grève et un d'entre eux a appelé Barack Obama pour leur dire mais est-ce que si on fait grève et qu'on bloque le système qui représente énormément d'argent parce qu'il y a la pub qui est liée aux retransmissions télé. Il y avait une espèce de portée politique à quelque chose qui a priori est du pur entertainment fait pour les gens qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui aiment voir parce que c'est hyper spectaculaire et c'est aussi un spectacle. Du coup, je me suis dit là, c'est un truc qu'on n'a pas vu, mais peut-être que t'en parlais un peu pour le rap, c'est qu'il y a un espèce de glissement entre quand on fait des métiers dits culturels qui servent aussi à faire passer des messages sur l'identité, sur le politique. Mais ça a toujours été le cas de la chanson quand même. C'est pas d'aujourd'hui que la chanson. Oui, non, il y a toujours eu de la chanson politique, Léo Ferré, Georges Brassens. Mais la photo aussi, hein. Ouais. J'ai envie de dire que ça a toujours été. Enfin, tu vois, même Depardon, quand il faisait ses trucs au fin fond des milieux, enfin, tu vois, des campagnes, il y avait quand même une réalité qui donnait à voir à d'autres qui étaient, enfin, ça avait une portée politique. Je pense que l'artiste, de fait, enfin, il y en a, enfin, les artistes les plus importants ont une portée politique de fait. Mais est-ce que moi je me demande, est-ce que c'est toujours aussi accepté comme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que malheureusement, hein, ça ne touche quasiment plus, en fait. C'est-à-dire que pour qu'un artiste puisse avoir, enfin, l'époque de Balavoine, par exemple, elle est révolue, quoi. Et que pour avoir un artiste dont la parole concernée puisse être véhiculée par les médias ou le reste, c'est difficile. Oui, mais du coup, ça passe autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, les réseaux sociaux, enfin, tout ça, il y a quand même, ça va très vite. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait déficit. C'est-à-dire que du coup, c'est les médias traditionnels qui se retrouvent, si tu veux, marginalisés dans la façon de faire circuler l'activisme politique de fait. C'est ça d'ailleurs. Ou simplement la notoriété. Hein. Moi, j'ai compris notamment à un moment, je bossais dans un autre magazine qui était un magazine mensuel masculin où on faisait venir des stars qu'on photographiait en photo et on faisait des interviews. Enfin bref, comme il en existe plusieurs. Et il y a un moment où j'ai compris, mais en fait, c'est nous moi, naïvement, où pendant les premières années, c'était les artistes qui étaient en demande pour être en couve, grosso modo. Et puis, il y a un moment où le truc s'est inversé. C'est nous qui avions quémandé parce que le mec était devenu un média lui-même et qu'il n'avait pas besoin de nous, en fait. Et que le rapport de force était complètement inversé. Ce qui est hyper bizarre quand en tant que journaliste, on est habitué à être celui qui... Mais c'est ce qu'il a fallu créer pour que le rap finalement existe en France. C'est créer son propre média parce que le rap, celui des années 2000, était banni de l'ensemble des médias. Donc, il a fallu construire des personnalités avec des médias autonomes. Mais, pardon. Justement, je voudrais m'arrêter là-dessus un moment. Le fait que la plupart des artistes dont on parle se sont mis en autoproduction
et ayant besoin de majors pour distribuer leur production. Ça vient du CD, ça. Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de structure uniquement digitale et le digital ne représentait pas. La France reste un marché un petit peu en retard sur le digital. Il reste encore une culture du CD, assez étrangement d'ailleurs. Mais ouais, toi, tu sais plus ce que c'est un CD. Mais en province, par exemple, on achète des CD à Carrefour et tout ça. Encore aujourd'hui. Ouais. La Et- province, ouais. Ouais. Non, mais véritablement. Et du coup, la distribution physique est très technique en termes de fabrication, etc., et de réseau de distribution, etc. Donc, on a toujours eu besoin des majors pour distribuer des CD. Et après, ils ont essayé de faire une OPA sur toutes les plateformes digitales, etc., pour rendre le truc aussi complexe, pour qu'on ait encore besoin de ce qui est moins évident. Et est-ce que toi, tu peux raconter, parce que je pense que tu as vécu ça, et moi, c'est un truc qui m'a toujours intrigué, c'est quoi une discussion entre une manageuse d'un artiste très connu, puissant, et une négo d'un contrat de distribution, d'un contrat pour... c'est quelque chose de... C'est facile, vous parlez le même langage, ou... Alors moi, je parle un peu les deux, Ouais. mais après, c'est la connaissance et notre expérience, la connaissance du métier, la connaissance des contrats, de leur rentabilité qui fait qu'on, quand j'y vais, je sais ce que je demande, je sais ce que je veux, je connais, je sais. En fait, je valorise l'apport de la maison de disques et je leur donne pas plus. Et le rapport de force est équilibré? Non, en fait, ça devient bipolaire aussi dans la musique, c'est-à-dire que ils vont écraser tout ce qui n'a pas de succès. Les majors? Pas les majors, les grosses maisons de disques, on va dire. Okay, ouais. Ils vont écraser quand ça n'a pas de succès, mais dès qu'il y en a un qui s'échappe, ils deviennent totalement asservis. C'est-à-dire que... Ah, ça, oui, ça s'inverse. Et alors, c'est très mauvais pour les artistes parce que soit ils les détruisent, enfin, ils les détruisent dans les deux sens. Soit ils les détruisent parce qu'ils les écrasent, soit ils les détruisent parce que finalement, ils n'ont plus aucune valeur, il n'y a plus de valeur éducative ou quoi que ce soit. Ils sont portés au nu, on leur donne ce qu'ils veulent. Et aussi là, c'est pas terrible pour les, parce que maintenant, on peut dire que, enfin, on a du succès gamin, quoi. On n'attend plus, comme il y a 20 ans, 2 albums pour exploser. Aujourd'hui, c'est tout de suite. Donc, c'est tout de suite maintenant et on est sur des jeunes qui ont 20 ans et qui ont encore besoin d'apprendre des choses. Et du jour au lendemain, c'est pas comme un footballeur qui va gagner des millions, mais il aura bossé 6 heures par jour sur un terrain pendant 10 ans pour y arriver. Donc, ça a rien à voir. Là, parfois, c'est un mec qui va écrire un texte, et puis boum, ça part tout de suite. Donc, c'est un langage très bipolaire, c'est-à-dire qu'on donne, c'est vraiment auprès de corrige, quoi. Donc, c'est loin d'être une culture comme de développement comme tu fais, où on prend soin, il n'y a pas il y a pas de jugement sur le truc. Là, on est vraiment dans une culture ultra libérale, ultra capitaliste, et qui détruit donc toute forme de personnalité, dans un sens comme dans un autre. Moi, j'ai vu des gens avec beaucoup de talent ne pas réussir, être écrasés par le système, et j'ai vu des gens avec plus ou moins de talent réussir et être écrasés finalement par ce système. Aujourd'hui, c'est... Il y a un juste milieu ou pas? Il y a quand même... Il faut être très très fort, très très fort. Il faut avoir un mental extrêmement fort. Il faut avoir un mental de sportif de très haut niveau, quoi. Sinon, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il faut vraiment une culture de l'indépendance d'esprit, du libre arbitre, de la force, parce qu'évidemment, on va toujours vous dire si tu fais ça, tu vas te planter. Donc, il faut une force personnelle assez et être bien entouré, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est une culture ultra capitaliste et dans laquelle beaucoup vont se prendre les pieds. Elle est sauvage. Et alors justement, qu'est-ce qui aide à se former à ça? C'est parce que il y a pas de précisément, il y a pas de formation pour affronter ce type de. Il y a des gens, il y a des adultes, parce que quand on a 20 ans, on n'est pas totalement fini. Donc il y a des adultes comme toi, et des adultes comme moi. Comme moi. Toi, t'es encore très jeune. J'ai 29 ans.
Ah, toi, tu commences. Ouais, Comment ça allait? C'est mieux. Mais et il faut après bon c'est comme tu disais hein, c'est des rencontres hein, donc Je pense que le sport, je pense qu'on l'a pas mis pour rien dans les quartiers. Et les gens sont pas forcément, enfin, il y a beaucoup de sportifs qui sortent de quartiers. qui Et font je du pense sport. que c'est pas pour rien. Et Moi, le tous les sport, grands artistes que c'est, je je connais, sais que ils font du c'est sport. c'est un bon formateur de vie. Culture de l'effort. Et... Surtout les sports co, Mais etc. c'est vrai Et pour ça les gens aide comme énormément. moi, en je fait. fais du sport, je suis obligée d'être au top tout le temps. Je fais du sport 10 fois par semaine, quoi. C'est obligé. Ouais, mais je pense même pour l'esprit, Ouais, c'est le mental, quoi. pour la Non, mais après, techniquement, expliquer, c'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de boulot aussi pour expliquer qu'en fait, un artiste, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui gagne des millions toute sa vie. Voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que du coup, que c'est une trajectoire, qu'en fait, on ne devient pas artiste pour gagner beaucoup d'argent. On devient artiste parce qu'on a d'autres raisons qui sont tout à fait intérieures et qui amènent à un cheminement où des fois ça marche bien, puis des fois ça marche moins bien, etc. Et c'est pour ça qu'il faut être armé et qu'il faut, voilà, mais en même temps, si tu veux, il y a quand même cette image-là qui est issue du rap, quand même de façon très forte, et que du coup, il y a aussi la question de comment on gagne sa vie quand on est juste le mec qui veut continuer à faire son boulot et qui intérieurement est sûr qu'il veut être artiste et qui est pas rappeur et gagnera pas des millions. Et du coup, cette question-là, elle est vraiment, elle est importante. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on révolutionne parce que quand tu es photographe, tu gagnes jamais, enfin, tu peux gagner bien ta vie, mais d'abord jamais comme un rappeur, petit 1. Et puis quand même là, on va dire les 98%. Alors là, je veux défendre le rap un peu sur cette question. Non, mais j'ai pas de. Parce que d'abord, ils sont loin d'être tous milliardaires, loin de là. C'est pas parce qu'ils jouent à ça dans leur clip. Oui, les voitures sont louées. Hein, voilà. Et que, en l'occurrence, ils sont très rares. Ils se comptent sur les doigts de la main. Et je les connais. C'est pas le problème. Le problème, c'est que, en fait, faut pas voir ça comme une démonstration d'un amour fulgurant pour le capitalisme outrancier. C'est juste la culture du self-made man qui est très importante. Parce que, en vérité, c'est ce qu'ils essayent de dire, c'est qu'ils veulent réussir et ils en sont fiers et que les signes extérieurs de réussite, qui sont souvent des biens matériels aussi, parce qu'ils ne deviennent pas Bouddha en 2 secondes, c'est important. Mais c'est pas la gloire du capitalisme, c'est vraiment la gloire ça renvoie un drôle de message aux tout petits, enfin aux plus jeunes quand même. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une culture suffisamment... Ok, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, je pense que les gamins sont éduqués à ça. Ils comprennent le marketing, ils comprennent la promo. Je pense, pour le coup, Alors moi, je les ai pas rencontrés, ceux-là. J'ai peur que non. Je sais pas, c'est parce que du coup, justement, j'approche la trentaine et que je deviens bête, ou du coup décalé. Mais j'avais posé la question justement aux jeunes de mon quartier il y a une semaine là, quand je faisais le tour pour le documentaire. Et en fait, on me demandait justement moi, il y a du coup 15 ans quand je traînais dans mon quartier, est-ce que du coup il y a des choses qui ont changé? Et je pense quand même que cette musique, pour pas dire que le rap, parce qu'en vrai on parle de rap, mais le bling bling c'est pas que le rap. Hein. Il y a en fait aujourd'hui dans Instagram, Snapchat, même nous sans être rappeurs, on communique constamment juste les bons côtés de notre vie. Donc on vend une espèce de vie parfaite de consommation, etc. Et les plus jeunes, en fait, j'ai le sentiment et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment encore plus obsédés par l'argent que nous. Mais là, c'est sociologique. Donc, c'est pas juste le rap, c'est pas la musique urbaine. Je pense que c'est global. C'est-à-dire mais que vu que le rap est très écouté, je pense que les clips, le rap est quand même. Au collège à côté de chez moi, c'est 99% blancs et riches. Ils sont obsédés par eux-mêmes, ils sont obsédés par. Mais l'époque est obsédée par. Mais je pense. Je rappelle le slogan de TikTok, c'est Celebrating You. Donc là, on te donne un outil qui te permet de t'auto-célébrer. Ouais, et c'est ça, c'est global. Moi, je mettrais pas. Non, je mettrais pas la faute sur le rap, mais le rap de fait est hyper consommé par les jeunes. Donc au final, ça renforce. C'est pas que c'est le rap, c'est que le rap fait partie, est une grande partie de l'éducation des jeunes. Moi, j'ai été éduqué par le rap. Clairement, j'ai complètement été. Tout ce que je fais aujourd'hui, je sais que parfois je réfléchis, on me dit pourquoi tu dis ça, je dis parce qu'en fait Desporoots il l'a dit quand j'avais 12 ans et que j'écoutais dans mon MP3, il disait cette phrase là et moi c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je sais que la musique elle éduque aussi les jeunes et j'écoute aussi la musique et j'aime la musique et je la blâme pas parce que je la consomme aussi, mais je pense que elle éduque une nouvelle génération et je sais pas trop en termes de résultats ce que ça va donner, dans le sens où vu qu'on est dans l'ego trip, on est beaucoup dans le superficiel, encore plus qu'avant.
plus à l'américaine en fait. Et comme les Américains en fait, non, bien sûr, de toute façon c'est américain, mais ça fait partie des symboles d'éducation de la nouvelle génération. C'est Instagram, musique. Enfin, je veux dire, je vais pas. Et le nombre de followers. Je pense. Même moi, je suis encore dedans à fond et je sais que ça m'influence plus tant que ça, je pense. Mais je me mets à la place d'un petit, je me mets à la place de moi-même il y a 15 ans en arrière. J'avoue, quand je vois les clips que je regarde aujourd'hui, je me dis, heureusement que j'ai grandi et que j'ai un peu de cerveau parce que si j'avais été vraiment influencé par ça, c'est pas. Après moi j'ai écouté de tout, j'étais pas 100% dans le rap, Après comme plus on est âgé, plus on croit que les mecs plus jeunes vont pas capter le second degré, enfin alors qu'en fait c'est ça peut-être. T'as raison. Ouais. Je ouais, sais mais pas. En fait, je vois même à Londres. J'étais même à Londres. Je vois le problème du je sais plus comment il s'appelle là, snack, le truc du couteau. Il est il est de plus en plus. Enfin, ça se répand de manière catastrophique en Angleterre. Et aujourd'hui, la musique la plus écoutée, c'est le drill. Et le drill, ça véhicule ces messages-là. Et pour moi, c'est partout comme ça. Les jeunes écoutent et voient des choses et s'influencent de ça. Et bah, certainement qu'il était aussi vecteur de. Mais je pense qu'il faut écouter de tout. Moi, je pense qu'il faut avoir accès à tout et nuancer et pas enfermer les gens dans une seule chose. Non, ça les ouais. Non, mais je pense qu'ils sont quand même, des modèles. Quand on parlait de modèles tout à l'heure, j'avais des modèles aux États-Unis, mais c'était des sportifs ou des musiciens. Et un modèle en tant que gamin, bah, t'as envie de lui ressembler. Et comme t'as envie de lui ressembler, tu reproduis ce qu'il te montre. Et ce qu'il te montre aujourd'hui, bah. Voilà. C'est pour ça qu'il faut montrer une diversité. Exactement. Je pense que c'est pas un problème de montrer ça. Je pense qu'il faut tout. Et là, je voudrais, on est obligé parce qu'il est 20h, je crois même pile. On doit laisser le lieu. Donc, je suis un peu malheureusement obligé d'interrompre notre discussion, qu'il faudrait pouvoir poursuivre parce que effectivement, il y a encore plein de choses à raconter. Je dois remercier chacun d'entre vous, ceux qui ont fait l'effort de venir malgré les conditions qu'on va affronter là en sortant. Chacun des invités et en profiter pour. Non, je veux dire parce qu'il pleut, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Et aussi en profiter pour dire que ce type de discussion, j'espère qu'on va pouvoir continuer à les faire ici ou ailleurs, parce que le simple échange en direct, moi je passe mes journées, peut-être c'est le cas de vous dans vos boulots, à faire des réunions Zoom, c'est très souvent à force, et puis on a l'impression que les gens sont plus que, on parlait d'écran, d'Instagram, mais là c'est l'écran a envahi les relations de travail, et que moi, à titre personnel, ça me fait vachement de bien de voir des gens réels en chair et en os, des invités, et de pouvoir échanger de manière directe comme ça, parce que je pense que ça aide vachement à ce que les idées circulent. Par écran, j'ai l'impression que c'est quand même plus difficile, quoi. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde, rendre les micros, remercier le lieu et les gens qui s'en occupent, parce que c'est très beau et c'est hyper agréable de bosser, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des interventions comme ça, des tables rondes. Et là, pour le coup, c'est je trouve, très réussi. Donc, merci beaucoup. Vous venez à Clichy-sous-Bois la prochaine fois. Ah bah oui, alors profites-en peut-être pour un. Ah bah oui, qu'on fasse ça à l'extérieur de Paris. Ouais. Après, puis on n'aura pas le même public, ça sera formidable. Puis voilà, ça sera super. Venez faire l'effort de venir jusqu'à nous. Ça aussi, c'est une expérience. Ouais. Merci beaucoup. De rien du tout. Merci beaucoup à tout le monde.